Je ne sais pas vous, mais moi quand je pense à Japon médiéval, je pense à ça. Et quand ils ne se battent pas, on s'imagine des guerriers sobres, remplis de retenue et d'une étiquette qui les interdit à toutes sortes de plaisirs futiles. Vous savez, du genre à méditer à genoux devant un beau paysage, etc. Sauf qu'en fait, non. Juste non. Dire que le Japon des samouraïs n'est qu'une succession de querelles, de guerres civiles, de sang et de duels, c'est assez réducteur. Surtout si on commence à jouer à faire des comparatifs entre les mœurs occidentales et japonaises qui n'ont simplement rien à voir. Car durant cette période, le Japon connaîtra sa période la plus faste. Des cités immenses, un raffinement incomparable, des tenues aux riches motifs, mais aussi et surtout une liberté sexuelle qui ferait pâlir n'importe quel occidental de l'époque. Je crois que je vais durablement changer votre vision du fameux samouraï. Alors bienvenue dans cette vidéo où l'on va découvrir toute la complexité et l'inventivité des Japonais en matière de sexe. D'ailleurs, j'ai totalement abandonné l'idée de faire monétiser cette vidéo. Alors on va essayer de court-circuiter YouTube et sa censure puritaine en privilégiant mon Tipeee où vous pourrez soutenir mon travail. C'est extrêmement important si vous souhaitez continuer de voir ce genre de sujet à risque sur internet et sur ma chaîne. Une autre façon de me soutenir, c'est aussi en rejoignant ma chaîne Twitch pour être en live avec moi tous les mercredis et vendredis soirs à partir de 20h ou en rejoignant le Discord où vous retrouverez une communauté accueillante avec qui discuter du Japon. Et sur ce, bonne vidéo. Bon, quand on parle de samouraï, on pense souvent à ce guerrier honorable qui, sous le commandement de son seigneur, va combattre dans de grands champs de bataille. Tout ça, c'est faux. Les samouraïs, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire avec le katana dans les films de Kurosawa, des duels meurtriers au sabre et autres seppuku sophistiqués, viennent d'une période bien particulière. L'époque Edo, du XVIIe au XIXe siècle. Avant cette époque, le Japon était plongé dans une longue guerre civile entre de nombreux seigneurs, qu'on appelle des daimyo. Entre alliances, guerre et trahison, tout bougeait énormément et le pouvoir central du shogunat Ashikaga est incapable de faire régner l'ordre dans son pays. Au travers de tous ces daimyo indépendants, 3 hommes vont unifier et pacifier le Japon. D'abord Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi et finalement Tokugawa Ieyasu. Et c'est lui qui va nous intéresser ici, car il s'impose définitivement comme le maître incontesté du Japon. C'est sous son autorité que Edo, l'ancien nom pour Tokyo, devient une grande cité. Mais à la base, il faut vraiment comprendre que ce n'était qu'un petit village. Il y avait un petit château construit par un petit clan de guerriers un siècle et demi plus tôt, avec autour un village de pêcheurs. Quand Tokugawa Ieyasu en fait le siège de son pouvoir une fois devenu shogun, la ville devient un immense chantier. Autour du grand château de Chidoya, des quartiers commencent à émerger. Mais durant presque 50 ans, la cité est peuplée à 2 tiers d'hommes, tout cela pour construire ce qui deviendra la cité la plus peuplée du monde. En fait, il y a 2 raisons qui font que cette cité devient aussi peuplée. La première, c'est grâce au système du Sankin Kōtai. On exige de la part des daimyo qui vivent de façon alternée entre leur fief et Edo à intervalles de 2 ans. En gros, tu es 2 ans chez toi à administrer ton domaine et 2 ans à Edo, la capitale du shogun. Sachant que ta famille, donc ta femme et tes enfants, sont en résidence permanente à Edo. Et oui, c'est plus difficile de te révolter si tu fais constamment la navette et en plus si ta famille est retenue en otage à la capitale. Ça ne donne pas trop envie de défier le pouvoir en place, mais c'est surtout que grâce à ça, Edo devient rapidement the place to be, avec tout le gratin du Japon qui y loge régulièrement. Car quand le daimyo et toute sa suite arrivent à la capitale, ça crée forcément de l'activité. Autant vous dire que les marchands et autres artisans y verront évidemment l'occasion de faire de belles affaires. La deuxième raison faisant que la population d'Edo augmente énormément, c'est tout simplement la paix. Fini de faire la guerre dans une guerre civile qui épuise les paysans, détruit les villes, incendie les châteaux et rend les routes de commerce trop dangereuses. Maintenant, c'est la paix et tout le monde va pouvoir commercer et se développer, mais pas seulement. Car qui dit paix, dit forcément envie de pouvoir un petit peu s'amuser. C'est là qu'on va devoir
pouvoir commencer un peu à parler de sexualité. Évidemment, comme n'importe quelle civilisation dans le monde, le Japon a su développer une pratique de la sexualité qui n'était pas faite à but de reproduction, mais simplement pour le plaisir de l'acte. Ou comme l'écrivait André Comte-Sponville, jouir de désirer ou d'être désiré plutôt que de désirer jouir. Le but n'est donc pas forcément la jouissance, mais le plaisir de l'imagination et des jeux sensuels et érotiques. Cette sensualité et cet érotisme étaient réservés autrefois aux grands et au raffinement de la cour impériale, comme durant l'époque Heian du 9e ou 12e siècle, mais avec la période de paix retrouvée de l'ère Edo, une véritable culture de l'érotisme et du plaisir des corps va se diffuser en masse dans toute la population japonaise, principalement chez sa population citadine qui verra apparaître une sexualité élevée au rang d'art parmi les plus sophistiqués et complexes du monde. Mais d'ailleurs, pas seulement d'un point de vue sexuel, puisque les roturiers finiront par développer tout un tas de compétences artistiques durant cette période. Comme l'écrit Ninomiya Hiroyuki, le trait majeur de cette époque est le déplacement de l'hégémonie culturelle de l'aristocratie et des guerriers vers les marchands et les couches populaires. Ils vont commencer à lire, compter, pratiquer l'art du thé, gérer des entreprises et entretenir les prémices d'une culture bourgeoise. C'est aussi pour ça que certains historiens qualifient l'époque Edo de période prémoderne. Et pour notre sujet du jour, il est intéressant de se poser la question de comment on est passé d'un peuple japonais principalement paysan à un peuple japonais très urbanisé et culturellement très développé. Outre la paix et la sécurité, c'est surtout l'alphabétisation qui permet tout ça. Partout au Japon, mais surtout à Edo, la capitale, de nombreuses écoles vont commencer à voir le jour pour apprendre les lettres aux enfants. Des écoles principalement situées dans les temples bouddhistes, et au XVIIe siècle, il y avait plus de 800 écoles dans toute la cité et plus de 50 000 dans le Japon. C'est un véritable boom de l'éducation, alors qu'à côté, les dessins et autres peintures japonaises deviennent des estampes, c'est-à-dire des planches de bois gravées avec le dessin que l'on appliquait sur une feuille. Bref, de l'imprimerie. Et les techniques d'impression des livres se perfectionnent elles aussi. Ça fait que les livres et les dessins deviennent très communs et des biens de consommation, poussés par l'ouverture de nombreuses librairies, de librairies itinérantes et de grandes maisons d'édition, sans parler des auteurs qui écrivent des best-sellers qui se vendent en dizaines de milliers d'exemplaires. Donc beaucoup de gens savent lire, il y a beaucoup de livres faciles à produire, c'est tout simplement l'essor d'une société de l'écrit. Tellement que durant la période Edo, savoir lire est une priorité absolue et nécessaire pour pouvoir vivre normalement, tant pour un samouraï que pour un modeste artisan. Pour les femmes, savoir lire et aimer lire devient même une façon de se rendre désirable. En quelque sorte, c'est devenu à la fois cool et sexy de se montrer cultivée et lectrice. Ce n'est pas pour rien que des estampes représentant des femmes comme des canons de beauté les montrent souvent avec un livre à la main. Elles se sentent alors un peu comme ces princesses et nobles de l'époque Heian, connues et reconnues pour leurs poèmes et leurs ouvrages qui étaient alors le summum du raffinement de l'époque et qu'elles prennent en modèle. L'écriture, c'est la connaissance, et ces livres publiés vont faire office de pont pour diffuser la culture qui ne sera bientôt plus réservée aux puissants, et avec elle, forcément, la culture de l'érotisme. Et autant vous dire que des livres qui parlent de ça, il y en a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de manuels illustrés, souvent à des fins d'enseignement et d'éducation, notamment pour les plus jeunes. D'ailleurs, les noms parlent d'eux-mêmes, avec le légendaire phallus lascif et voyageur étant probablement le plus connu et le plus plagié. Et oui, ça ne s'invente pas. Il y a aussi des manuels spécialisés pour apprendre la chose aux femmes et d'autres pour apprendre la chose aux hommes. D'ailleurs, tout au long de cet épisode, on va beaucoup se servir de ce que nous racontent ces manuels et ce qui est dépeint dans les estampes pour comprendre et définir la sexualité durant l'époque Edo. Le seul gros souci, c'est que l'immense majorité de ces œuvres sont produites par des hommes. Et donc, parfois, c'est un peu délicat de savoir comment était vraiment la sexualité du point de vue de la femme. Aussi, on va se concentrer majoritairement sur l'époque Edo. C'est surtout que les sources parlant de la sexualité avant cette période sont plutôt rares et que Edo regorge d'informations passionnantes qui méritent largement qu'on leur réserve une vidéo entière. Surtout avec tout ce que nous racontent ces fameux manuels. Et justement, les manuels réservés aux hommes étaient principalement là pour expliquer comment faire plaisir à sa partenaire. Au Japon, le plaisir n'est absolument pas tabou, surtout pas le plaisir féminin. Le gros piège quand on pense à la sexualité au Japon, au début, c'est de commencer à comparer avec les mœurs sexuelles judéo-chrétiennes. Bref, de l'Occident, quoi. Là où, par chez nous, le plaisir est encore
plus le plaisir féminin était très mal vu, voire même tabou, et qu'il fallait presque être impassible devant ses pulsions, durant l'époque Edo au Japon, c'est tout le contraire. On demande à la femme d'être démonstrative, de montrer son envie sans la voiler et de savoir se rendre désirable. C'est presque quelque chose de médical, car on considérait que le plaisir pour une femme et la satisfaction sexuelle permettaient d'améliorer la santé mentale, voire physique. Et pas de tabou car la politique ne s'y intéresse pas. Pas de censure de la part du shogunat qui avait tendance à plutôt s'attaquer aux livres moqueurs du pouvoir établi ou qui remettent en question les décisions officielles. La religion ne s'en mêle pas non plus d'ailleurs. Pour les croyants shinto par exemple, la sexualité est même célébrée. Il faut dire que le Japon lui-même est censé être né de l'union d'Izanagi et d'Izanami, respectivement un dieu masculin et féminin. « J'ai en moi quelque chose qui dépasse », dit Izanagi, « et moi un endroit qui est creux », dit Izanami. « Alors je vais mettre mon endroit qui dépasse dans ton endroit qui est creux », continua Izanagi, « et de cela devra naître la terre. »« Fort bien », répondit la déesse. C'est un peu trivial, hein, mais d'après le Kojiki, texte antique retraçant les croyances de la fondation du Japon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et de la même façon, dispersés dans tout le Japon, il n'est pas rare de voir des représentations phalliques dans les sanctuaires. Dans la nature, des pierres en forme de sexe masculin ou féminin peuvent être protecteurs pour un village et les voyageurs, et vous avez certainement déjà vu ces matsuri, ces festivals, où l'on promène un phallus géant. Tout ça pour promouvoir la fertilité plutôt que d'en cacher les attributs. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser au Okage Mairi, littéralement des pèlerinages de bénédiction. On pourrait s'attendre à un pèlerinage pieux pour se rendre à un lieu consacré pour nouer pleinement avec sa foi et ses croyances dans la pudeur de la religion. Eh bien, c'est tout le contraire. En réalité, c'était ni plus ni moins que des orgies. En fait, ce sont de grandes processions qui se rendent à des lieux notables des croyances shinto, comme dans le célèbre sanctuaire d'Issei. Le plus grand pèlerinage jamais référencé rassemblait plus de 2 millions de personnes. On y retrouve autant des paysans sans le sou que de grands magnats d'entreprise. Ce pèlerinage était considéré comme un moment où les règles de bienséance, tout comme les titres, n'avaient plus vraiment cours et tout le monde pouvait s'amuser. On chante, on danse, on rit, on boit, on couche avec n'importe qui. C'était une véritable folie de luxure et de plaisir qui fonctionnait un peu comme une épidémie, car passant de ville en ville, de village en village, de nouvelles personnes venaient s'ajouter au pèlerinage. Parfois ça va tellement loin, et c'est tellement le bordel, on peut le dire, que certaines de ces processions sont réprimées. On y retrouvait d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes seules, non mariées, qui allaient pour découvrir les joies de la sexualité et de la grande liberté de l'aventure avant un mariage. Et pour le bouddhisme japonais, le sexe n'est juste pas une question qui est vraiment traitée. On s'en fiche en fait. Ce qui est puni, c'est pas tant l'acte sexuel lui-même que la recherche absolue de plaisir et de pouvoir qui peut parfois être associée au jeu de l'oreiller, mais franchement rien de plus. Mais il ne faut pas croire que tout est rose non plus pour les femmes, car d'un point de vue religieux, les menstruations sont un vrai enjeu de discrimination pour elles. C'est ce qu'on appelle le kegare, ou saleté / souillure en français, car les croyances shinto associent énormément la saleté du corps à une sorte d'impureté de l'âme et de l'esprit. Alors les périodes de menstruation sont considérées comme des périodes où la femme est impure. Et ça va parfois très loin. On peut les interdire d'aller dans des sanctuaires, elles ne peuvent pas faire l'ascension du mont Fuji et de certaines montagnes sacrées. Les porteurs des palanquins pour les divinités ne peuvent pas le porter si une femme de leur famille a ces périodes, etc., etc. Pour en revenir au manuel d'éducation sexuelle pour hommes, on y retrouve plusieurs chapitres sur comment le faire avec une prostituée, comment le faire avec une femme qui n'a jamais connu la jouissance, au contraire une femme qui atteint l'extase rapidement, et même comment faire la première fois de sa partenaire. Et ce, pas forcément après un mariage, car la virginité non plus n'était pas du tout un enjeu, ni pour la religion, ni pour la famille, ni pour le mari, et encore moins pour l'honneur de la femme. Il faut bien comprendre que pour une famille japonaise, la continuité du sang n'est pas forcément essentielle, notamment car il était plus que très courant d'adopter, surtout chez les grandes familles comme celle des daimyo, des hauts responsables, et autres familles samouraïs très renommées. Non, en fait, il était carrément plutôt mal vu de garder trop longtemps sa virginité, tant pour les hommes que pour les femmes. On disait même que trop traîner à le faire pouvait entraîner des maladies comme la tuberculose, tandis qu'il n'y avait rien de mieux pour un homme, disait-on, de rencontrer une veuve avec de l'expérience. Un dicton japonais très populaire dit d'ailleurs « Jamais jeune épouse n'a eu et n'aura le goût de la fleur des veuves ». Le mot est dit. Pour se montrer désirable auprès d'un homme à marier, il valait mieux avoir de l'expérience plutôt que de garder une virginité dont tout le monde se fout. C'est pour ça que l'on retrouvait beaucoup de jeunes femmes durant les pèlerinages. Beaucoup étaient là pour se faire une expérience sexuelle un peu plus concrète que dans les manuels, autant pour s'amuser que pour un futur mariage.
En parlant de mariage, ça pour le coup c'était moins anodin, mais toujours pas lié à la religion. Et oui, durant l'époque Edo, il n'existe pas vraiment de grands sacrements obligatoires pour unir deux êtres. En fait, on est plus sur une sorte de convention sociale, parfois ancrée autour d'un contrat. Des fois, c'est la femme qui adopte le nom et la famille du mari, et parfois c'est l'inverse. Ça dépendait tout simplement des intérêts. S'il y avait bien plus d'intérêt à rejoindre la famille de la femme, l'homme pouvait tout à fait abandonner son nom. D'ailleurs, la mode était aux dents noires pour les femmes mariées. On appelle ça le haguro. Littéralement dents noires. Et c'est une tradition qui remonte à des siècles. Alors j'avoue qu'avec nos yeux contemporains, c'est un petit peu particulier, mais c'était un critère de beauté à l'époque. Le but était de ressembler à un masque de porcelaine, toute blanche et sans dents. En tout cas, bien que la monogamie était la norme dans les couches populaires, la polygamie avec des concubines officielles et reconnues était vraiment courant dans les familles plus aisées. À vrai dire, la seule condition était que le mari puisse avoir les moyens financiers d'entretenir plusieurs femmes. Et mine de rien, outre le simple plaisir sexuel d'avoir une sorte de variation dans les partenaires pour le mari, c'était assez important. Le mot pour concubine était mekake. Elles étaient cruciales au cas où l'épouse principale ne donnait pas un héritier mâle à la famille. C'était surtout essentiel dans les familles de samouraïs, car s'il n'y avait pas de successeur pour les possessions de la famille, toutes ces possessions revenaient au seigneur par défaut. Et à terme, c'était un petit peu l'assurance de perdre son statut de samouraï pour sa famille. Il suffisait alors de faire des enfants à ses concubines, ses mekake, et d'adopter ses fils pour assurer la pérennité de la succession. D'autant qu'avoir de nombreuses concubines, c'était un peu faire l'étalage de sa richesse et de sa puissance. Autant vous dire qu'avoir une jolie fille cultivée et intelligente, c'était une véritable bénédiction pour une famille aux revenus modestes, car si elle tape dans l'œil d'un riche chef de famille déjà marié, il pouvait en faire sa concubine et donc assurer la subsistance de sa famille. Cela poussait parfois certains parents peu intéressés par les envies de leur fille à leur faire travailler le chant, la danse, les instruments et la poésie, tout en investissant dans de riches kimonos. Tout ça pour pousser leur fille dans les bras d'un homme plus âgé et riche qu'elle. Il faut dire que le sexe durant un mariage entre époux n'est pas toujours très satisfaisant. Ça pouvait l'être, bien sûr, surtout chez les basses classes qui peuvent plus facilement prétendre à un mariage d'amour. Mais chez les hautes classes et les plus riches, les familles pouvaient arranger des mariages entre individus qui n'ont pas forcément grand-chose en commun. Parfois, les différences d'âge peuvent même être assez vertigineuses. Pour l'homme, on a déjà vu la solution à ce problème. Les concubines. Mais pour la femme mariée et même la concubine qui devait garder l'exclusivité à son homme, c'était un peu plus compliqué. Et c'est là où ça dérape, car pour elle, seul l'adultère pouvait offrir un peu de réconfort. Et c'était un jeu dangereux, voire mortel, parce que si l'infidélité de l'épouse était connue, c'était toute la réputation du mari qui volait en éclats. Et on ne parle pas ici de Bushido ou d'honneur du guerrier qui n'existe tout simplement pas encore. On parle bien de réputation. Et pour vous, j'ai quelques registres judiciaires de l'époque qui détaillent certains cas. En 1664, par exemple, un employé d'un salon de coiffure est surpris à coucher avec la femme du patron. Les deux amants sont arrêtés et condamnés à mort. En 1680, un ouvrier a une liaison avec la femme de son logeur et l'époux les découvre sur le fait. Les deux amants sont assassinés aussitôt. Parfois, il leur faut même bien peu. Une simple petite déclaration d'amour à la femme d'un autre et c'est la condamnation à l'exil sur une île lointaine. Malgré tout, ce genre de règlement de compte sanglant était toujours accompagné d'une enquête judiciaire publique, ce qui allait forcément dévoiler aux yeux de tous la tromperie. Et en plus, si on en arrivait au meurtre, ça faisait scandale, ça alimentait la presse et les ragots. Bref, au final, c'était assez rare d'en arriver jusque-là. D'autant qu'il y avait tellement de tromperies qu'il aurait été impossible de massacrer tous les coupables. Un dicton japonais un peu moqueur de l'époque disait même « Un homme qui n'a pas fait l'amour à cette femme mariée n'est pas vraiment un homme ». Autant vous dire que la situation largement hors de contrôle n'échappe pas au Senryu, ces poèmes satiriques basés sur les haïkus, et je ne peux pas m'empêcher de vous en lire un ou deux. Surprise du mari, découvrant que sa femme a 4 jambes. Ou encore, retour de voyage, elle devrait avoir pourtant plus envie, se dit le mari. Ah, c'est sûr que les auteurs ne manquaient pas d'humour. On préférait souvent juste étouffer l'affaire et s'arranger avec quelques sous, de quoi sauver la réputation de l'amant, de l'épouse et du mari. Mais qu'est-ce qui se passe si une épouse va tromper son mari avec une autre femme ? Eh bien, cette fois-ci, tout va bien. Oui, vraiment. Selon la moralité de l'époque, tout va bien. L'amour homosexuel entre femmes n'est clairement pas pris au sérieux à cette époque. Et les relations sexuelles entre elles le sont encore moins. Pour eux, ce n'est rien de plus qu'une forme de plaisir solitaire un peu plus élaboré si vous voulez. Il n'était pas vraiment possible de se marier et de s'unir entre femmes, mais l'acte homosexuel féminin faisait bien partie du paysage fantasmé de la femme au Japon. Et l'on retrouve beaucoup d'estampes illustrant ce genre d'acte. Alors du coup, selon les mœurs de l'époque, il valait mieux tromper son mari avec une femme qu'avec un autre homme, si jamais la vie sous les draps devenait trop
trop ennuyeux dans un couple marié. Sinon, il y a toujours le divorce, ou plutôt la répudiation. Les femmes évitent le plus souvent d'en arriver là, car elles ont beaucoup à perdre d'une séparation. On demande donc à l'épouse de prendre sur elle le plus souvent. Mais quand vraiment ça ne se passe pas bien, le mari peut décider de répudier son épouse. Et ça se faisait assez facilement en réalité. Il suffisait juste d'écrire un petit billet. Eu égard à notre incompatibilité réciproque et sur la base de conversations mûrement réfléchies, je me sépare de mon épouse. On envoie ça aux instances officielles et hop, pas besoin de justification ou de se perdre en procédure, libre comme l'air, et c'était très courant, presque aussi courant que dans nos sociétés actuelles. Les épouses répudiées ne perdaient pas forcément leur honneur ou leur réputation et elles pouvaient tout à fait retrouver un mari derrière. On peut voir dans certaines estampes des femmes supplier leur mari de ne pas envoyer le fameux billet. Mais saviez-vous que les femmes aussi pouvaient donner le divorce? Alors, elles ne pouvaient pas écrire le billet elles-mêmes. C'était un droit qui était réservé à l'époux. Louis Freus, un missionnaire chrétien en mission au Japon, écrivait même « Au Japon, ce sont souvent les femmes qui répudient les hommes ». L'expression c'était « Tsuma no tobidashi rikon », c'est-à-dire quand l'épouse part en claquant la porte. Elle refuse de retourner chez le mari, qui est donc bien contraint de rédiger le billet et le tour est joué. Et si vraiment ça ne passe toujours pas, elles peuvent toujours s'enfuir pour se faire nonne dans un monastère bouddhiste pour au moins 3 ans et reprendre une vie normale par la suite. Et ainsi, on pouvait se remarier 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'était très courant de passer d'un mari à l'autre en fonction des affinités, voire des intérêts. Et de toute façon, les lieux pour se rencontrer ne manquent pas pour retrouver un ou une nouvelle partenaire. Tenez, par exemple, outre les onsen, on a aussi des bains publics dans les grandes cités. On appelle ça des yuya. Le but, c'était surtout de s'y laver en réalité, car vous imaginez bien qu'il n'y avait pas l'eau courante avec des salles de bain dans chaque maison. C'était donc des lieux populaires où tout le monde pouvait s'y rendre. Petits, grands, vieux, hommes et femmes, dans une parfaite mixité et totalement nus. Il faut bien comprendre que le corps nu, qu'il soit masculin ou féminin, ne fait pas vraiment office de pudeur ou même de désir. Surtout dans ce genre de bain public, et bien qu'il y ait eu des bains avec des services un peu plus sexuels, l'immense majorité sont juste des lieux de sociabilisation et d'hygiène où les corps se côtoient sans jugement dans le plus simple appareil. Le comte de Beauvoir souligne cette impudeur vis-à-vis de la nudité en disant « Ne vous scandalisez pas, au Japon on vit au grand jour, la pudeur ou plutôt l'impudeur n'y est pas connue. » Le corps nu n'est donc pas érotique en soi. C'est pour cela que dans les estampes japonaises érotiques, on y retrouve surtout des amants et des couples se noyant dans de riches et encombrants kimonos. Les représentations de corps nus sont très rares et le summum de l'érotisme réside plutôt dans le tissu, de préférence les riches tissus que les deux peuvent porter. En réalité, plusieurs raisons expliquent cet attrait pour le sexe habillé. Déjà, des raisons très pragmatiques. Il fait froid durant de nombreux mois de l'année à Edo et les maisons n'étaient pas forcément très bien chauffées. Pareil pour les châteaux. Ensuite, retirer un kimono pour le faire entièrement nu, c'est une véritable purge. Il faut bien savoir que dans un kimono, surtout féminin, ce n'est pas juste un peignoir que l'on met et que l'on retire facilement. C'est toute une succession de couches, de nœuds et encore de couches pour toujours plus de nœuds. Autant vous dire que le temps que tout soit retiré, l'ambiance torride du moment était déjà largement passée. Alors imaginez un peu si votre partenaire masculin n'avait pas l'habitude d'en retirer. Un adage japonais bien connu dit même « Retirer le kimono d'une femme, c'est déjà la pénétrer ». Non, en fait, c'est bien plus facile de relever le kimono directement sans l'enlever pour dévoiler les endroits stratégiques. Des endroits stratégiques sublimés par le tissu qui mettent donc en évidence ce qui peut bien dépasser, à moitié caché, à moitié dévoilé, de quoi stimuler un peu plus l'imagination. Le port du kimono est réglementé de toute façon. Et quand je dis réglementé, c'est par le shogunat, par le pouvoir en place et par des lois strictes sur les vêtements. Il y avait bien sûr des effets de mode en fonction des couleurs et des motifs, mais beaucoup de choses ne pouvaient pas être modifiées. Le kimono féminin cache les formes pour que la silhouette féminine ne soit plus qu'un tube. On pouvait cependant rendre le kimono un peu plus lâche pour dévoiler un peu plus les clavicules, voire les épaules. Surtout quand on essaie de lancer des signaux à un homme, on se met à gauche pour que l'ouverture du kimono puisse être visible et on dévoile un bout de peau comme une invitation à y glisser la main. Et la manche aussi était un haut lieu de l'érotisme car il suffisait d'y rentrer le bras pour atteindre la poitrine. Mais le summum de l'érotisme au Japon et dans le kimono de façon générale, c'était le col. Ce petit bout-là, tiré en arrière et la nuque qu'il dévoile. Alors, ça peut paraître un peu étrange à nos yeux d'occidentaux de fantasmer sur des nuques, mais cette zone du cou est pourtant souvent un produit de désir, principalement car si le déshabillage est compliqué, c'est par là qu'il se termine. Quand vous avez fini de vous battre avec les nœuds du kimono, il vous suffira de tirer sur ce fameux col pour dévoiler le dos de votre partenaire. Ce col, c'est un petit peu comme la poignée que vous allez tirer pour ouvrir la porte des plaisirs. Cette nuque, c'est un petit peu comme regarder le trou d'une serrure pour deviner ce qui se cache derrière. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de femmes, comme des icônes sexuelles, sont présentées de dos avec le col mis en évidence. On porte des vêtements pour le plaisir de les retirer, pour le plaisir d'imaginer la suite, pour le plaisir de voir un bout de sexualité caché au milieu
des couches. Mais paradoxalement, le corps nu n'est pas sexuellement intéressant pour les Japonais de l'époque. Alors, je vous ai expliqué que le kimono féminin cachait les formes, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à cacher. Dans les estampes, le corps de l'homme et de la femme, et même les visages, sont très similaires. Seules les coiffures et les organes génitaux, et surtout les vêtements, permettent de savoir qui est qui. Ni la poitrine, ni les hanches ne sont mises en valeur, pas même la carrure d'un homme ou ses muscles. Il n'y a pas de différence physique entre l'homme et la femme, encore une fois, car les formes et les différences du corps ne sont pas vraiment un sujet d'excitation. Tout ça pour plutôt mettre en avant les riches tissus. Et c'est pour cela que ces estampes, qu'on appelle des ukiyo-e, pour images du monde flottant, bon, j'ai conscience que depuis le début de la vidéo, c'est plutôt des images du monde floutant, mais j'aimerais éviter que la chaîne soit bannie. Concernant les estampes plus érotiques, c'était un sous-genre des ukiyo-e que l'on appelle des waraie, ou des images pour rire, car le rire est une composante importante de ces dessins. L'acte sexuel est considéré comme érotique et sensuel, mais aussi comme amusant et ludique. On les surnommait aussi le royaume des vêtements, tant les tenues peuvent être magnifiques. Ce n'est pas pour rien que ces estampes érotiques deviendront de véritables catalogues de mode pour découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux motifs à la mode. J'aime aussi comparer ces estampes avec des cartes à collectionner, car c'était un peu ça au final. Tant les femmes que les hommes en achetaient, c'était des œuvres que l'on admirait en famille, entre amis, on les affichait dans les maisons, sur la devanture des magasins. Certains leur portaient même des puissances magiques et porte-bonheur, c'est pour ça qu'on en retrouvait parfois pliés dans les armures des guerriers. Il faut dire que la frontière entre pornographie et art n'existe pas vraiment. Une scène très utilisée dans ces estampes, c'est quand un invité surprise arrive dans la scène et surprend les ébats des amants. Et c'était loin d'être anodin, car la pratique sexuelle n'est pas quelque chose de forcément caché, et encore moins de honteux. C'était même une fierté d'avoir une vie sexuelle active, alors on ne cherchait pas absolument à s'en cacher. Alors on évite quand même de le faire au milieu de la rue, mais les cloisons de papier et en bois des maisons ne retiennent pas les bruits, et il n'est pas rare de voir les ombres d'un couple en plein travail au travers du papier transparent des portes coulissantes. D'autant qu'on n'avait pas beaucoup de place à Edo, et que les maisons étaient bien rapprochées les unes des autres. Même les curieux et les passants n'étaient pas choqués, et il était commode de voir la voisine observer en ramenant sa fille pour lui montrer comment ça se passe, histoire de lui faire son éducation sexuelle. Et alors si vous aviez une maison avec des servants et des servantes, autant vous dire que tout le monde savait tout ce que vous faisiez dans les moindres détails. Oh, et ne vous en faites pas si vous ne trouvez pas de partenaire. Le monde du sexe de l'époque Edo peut largement vous satisfaire quand même, car il existait de véritables sex shops, ni plus ni moins, des boutiques spécialisées dans les plaisirs. Et autant vous dire qu'ils étaient très créatifs. Vous voyez par exemple en ce moment même un grand catalogue d'une célèbre boutique appelée Yotsumeya à Edo. De quoi vous amuser seul, à plusieurs, des doubles phallus pour un plaisir simultané entre femmes, des godemichés autour d'une ceinture. En fait, le monde moderne n'a vraiment rien inventé. Et même les publicités étaient vraiment très drôles. De Yotsumeya, efficacité réputée à crier et à pleurer. Ou encore, si elle ne pleure pas de plaisir, on vous rembourse l'achat. Il y avait même des services personnalisés où on pouvait demander à se faire sculpter une reproduction de son propre phallus en bois pour faire patienter madame pendant les voyages. Ah oui, quand même. On y vendait aussi beaucoup d'aphrodisiaques et autres drogues stimulantes pour plus de 1200 variétés de produits d'après une publicité de l'époque. Et sûrement qu'à ce stade de la vidéo, vous vous êtes rendu compte que je prends soin d'éviter deux sujets. Le premier, c'est l'homosexualité masculine. Le second, c'est la prostitution et le travail du sexe. C'est tout simplement car cette vidéo est déjà assez longue et que ces deux sujets sont très denses en informations. Ils auront donc clairement le droit à leur propre vidéo dédiée, alors si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais les samouraïs dans tout ça, après tout, ce sont eux qui sont au sommet de la pyramide sociale de l'époque. Ils devaient avoir sacrément la cote. Eh bien, c'est un peu compliqué. À mesure que l'on progresse dans l'époque Edo, les samouraïs sont de moins en moins utiles. Ce sont des guerriers, ils sont là pour se battre. Et après tout, le Japon a été en guerre et en guerre civile pendant des siècles. Mais maintenant que le pays est stable, et qu'il est stable depuis longtemps, car ce qu'on surnomme la Pax Tokugawa a duré plus de 250 ans, à quoi peuvent servir autant de samouraïs, autant de guerriers, dans une société en paix et où les affaires, les arts et le commerce sont 1000 fois plus cruciaux dans le quotidien. Les samouraïs sont des reliques d'un passé militariste totalement dépassé. La plupart sont pauvres car ils n'ont pas le droit de commercer ni de posséder leur propre terre. Ils vivent grâce à la rente de leur seigneur qui n'est souvent pas bien grosse. Beaucoup délaissent les entraînements et le sabre pour apprendre à peindre, font de la poésie et de l'art du thé, mais le mal est fait. Ils sont considérés ni plus ni moins que comme des rustres. Leurs manières sont repoussantes et épouser un samouraï, c'est l'assurance d'avoir une vie austère et pauvre. Définitivement, les samouraïs n'ont plus la cote avec les femmes. Un lettré néo-confucianiste, appelé Inoue Kinga, écrivait « Si les samouraïs sont les modèles de la virilité, pourquoi les courtisanes les dédaignent-ils » Buyo Inchi, un auteur de l'époque, écrit aussi « Autrefois, toutes les femmes voulaient épouser un samouraï, au point même qu'on avait interdit de tels mariages.
Mais maintenant, elles trouvent l'idée de se marier avec un samouraï complètement répugnante. Autrefois, elles enviaient le mode de vie des guerriers et voulaient les imiter. Mais maintenant, elles se trouvent suffisamment bien et détestent les manières des guerriers qu'elles jugent complètement dépassées et désuètes. Ils n'étaient en fait plus du tout sexy. Vous pouvez même vous moquer d'eux ouvertement et sans aucun souci. Dans le livre Yomegatari de 1788, il est écrit « Désormais à Edo, on peut sans crainte se moquer des samouraïs tout en continuant à vaquer à ses affaires. » Ils se faisaient insulter d'ignards, de cutéreux, de fourbes et de sans le sou. Et là vous allez me dire « Attends Rikishi, ils peuvent se défendre, non? Ils portent le katana et ils ont le droit de s'en servir pour tuer ceux qui leur manquent de respect, non ?» Alors théoriquement oui. On appelle ça le kirisete gomen, mais autant c'était éventuellement possible de le faire au début de l'époque Edo, mais pas après. Se résoudre à tuer une personne qui vous a insulté car vous êtes samouraï, c'est l'assurance d'avoir sa réputation détruite à jamais. C'est devenu totalement un droit inapplicable. Cette désacralisation des samouraïs et ce manque de respect s'accompagnent d'une perte de puissance et d'influence du shogunat des Tokugawa. Encore une fois, comment justifier l'hégémonie d'un système militaire s'il n'y a plus de guerre à mener? Les crises financières s'enchaînent et les mœurs libérées commencent à être pointées du doigt comme la source de tous les maux, comme la source de la dépravation générale de la société néo-confucéenne. C'est dans ce contexte que les Occidentaux arriveront au Japon pour les forcer à accepter des traités inégaux et à les ouvrir pleinement sur le reste du monde. Le Japon est humilié et jugé par les mœurs judéo-chrétiennes de ses étrangers. La sexualité débridée, la relative liberté des femmes, la liberté des mœurs sont considérées comme choquantes et barbares pour ces étrangers, avec le grand nombre de divorces pointés du doigt comme une preuve de l'infériorité de la pensée japonaise. Et lorsque l'empereur Meiji arrive au pouvoir, renversant le régime shogunal, il fait avancer son pays à marche forcée vers l'industrialisation et la modernité en copiant sur les modèles occidentaux. Les mœurs leur sont aussi copiées afin de se montrer comme une nation respectable aux yeux du monde, et la liberté sexuelle est restreinte, tout comme le droit des femmes. On casse les rochers phalliques des chemins, on détruit les phallus en bois des sanctuaires, on brûle les estampes et les manuels trop érotiques. Désormais, la sexualité est une affaire de retenue et de honte, tandis que plus que jamais, la femme devient l'esclave de son mari. Bientôt, le sexe tout entier deviendra une honte nationale. Et durant la Seconde Guerre mondiale, la sexualité ne sera plus qu'un outil au service de la nation pour donner naissance à plus de soldats et à plus de mères cloisonnées. Les soldats, quant à eux, privés de tout réconfort, seront autorisés à se défouler dans de très nombreux viols de masse en Chine et en Corée, jusqu'à les organiser comme pour les femmes de réconfort coréennes.